Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la radio 100% urbaine Watt FM et sur la télévision interactive True TV. Nous faisons aujourd'hui connaissance avec l'initiative présidentielle qui vise à assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré et par jour. Et pour ce faire, nous avons convoqué pour vous la secrétaire permanente de la dite initiative, Alice Sidibé Anago. Bonjour Madame Sidibé et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président du tribunal. Avec moi pour animer cette séance d'explication, le juge Geoffroy Vara. Merci d'être là. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour Président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience donc dans le prétoire du tribunal de l'actualité qui fait toute la place à la séquence avant-propos que je convoque à présent. Et voici l'heure d'écouter le juge Geoffroy Vara pour son avant-propos du jour. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner une initiative qui est à cours actuellement à Ouagadougou. C'est la REPAB, la rencontre des patrons, et donc qui réunit les patrons du continent et d'ailleurs au Burkina Faso. C'est très intéressant parce que habituellement on a droit à des rencontres nord-sud pour dire bon, il y a des opportunités qui sont possibles, on va voir les transferts de compétences, mais aussi d'expérience et tout. Mais là, on est un peu plus dans du sud-sud, même si c'est ouvert. Et moi, j'ai été hier, tout au long de la journée. D'abord, j'ai été agréablement touché par la présence, on va dire, de pratiquement tous les grands patrons qu'on a au Burkina. C'est dire que on a un patronat qui est dynamique et qui fonctionne, à l'intérieur duquel il y a forcément des relations fortes. Et cela, hier, s'est traduit par la présence et non seulement cela, leur participation même au débat, exposition et tout ce qu'il y avait derrière. Et il y avait aussi comment dire ça, un fort intérêt, non seulement des entrepreneurs que vous avez, parce que là, quand on dit patron, c'est quand même un autre niveau, et il y a aussi des étudiants que vous aviez qui étaient là, qui étaient très intéressés par la thématique, l'intelligence artificielle qui est au cœur notamment de cette rencontre-là. On a parlé de digitalisation du continent, on sait qu'il y a le grand triptyque qui est là, c'est la connectivité, c'est la question de l'invention, et après on se projette. Il y a le débat aussi sur la qualité de ce qui nous fait. Quand on parle d'intelligence artificielle, ça passe forcément par la qualité de la connexion, par exemple Internet qui nous est donné. Et tout ça, c'est des débats aujourd'hui. Comment est-ce que le continent, comment est-ce que le Burkina, à cette ère-là de changement fort, a ce préalable-là? C'est aujourd'hui un fort débat. Vous avez vu avec les consommateurs de services de téléphonie mobile, notamment sur les data et autres, revenir toujours quelquefois sur la qualité qui est donnée. En tout cas, c'est des obligations dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis, même les travailleurs que nous sommes sont impactés parce qu'il y a des solutions nouvelles et qui viennent nous obliger à nous réinventer dans les métiers dans lesquels nous sommes. Et les patrons, pour eux, ce sont des opportunités, mais à la fois aussi, quelquefois, des obligations de changement d'un point de vue structurel pour ce qui est de leurs entreprises. C'est très intéressant en tout cas la thématique qui a été choisie, c'est très intéressant l'initiative qui est portée. Elle a, j'ai dit à la cour à Ouaga, elle a débuté hier et ça se tient jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, nous, True TV, en tant que média partenaire, on est sur cette initiative-là et on lui donne aussi toute, on va dire toute la lumière que cela mérite. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je dis à ceux qui sont vraiment intéressés de faire un tour du côté de la salle de conférence de Ouaga 2000, ils seront très édifiés. Fenêtre ouverte sur le patronat et pour donc juger des opportunités, des possibilités, des perspectives d'un continent en pleine mutation. C'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. C'est la 28e de l'année 2023 qui reçoit pour vous Alice Gisèle Sidibé Anago. Elle est secrétaire permanente de l'initiative présidentielle qui nous parlera de cette structure, une structure qui vise,
faut-il le rappeler, a assuré à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré et par jour. Titulaire d'un doctorat en sciences animales, option nutrition et gestion animale de la faculté de médecine vétérinaire et de sciences animales d'Uppsala en Suède, Alice et Gisèle Sidibé Anago occupent plusieurs postes dans la fonction publique burkinabé avant d'être affectée comme chef de département de l'économie rurale et de l'environnement à la primature. Elle exercera ses fonctions de 2011 à 2014 et est ensuite nommée conseillère en agriculture à l'ambassade du Burkina Faso en République d'Italie. Elle assume cumulativement jusqu'en 2020 les fonctions de représentante permanente adjointe de notre pays auprès de la FAO, du FIDA et du PAM. Auteur de plus d'une dizaine de publications dans diverses revues scientifiques, Alice Sidibé Anago est à la tête de l'initiative présidentielle depuis 2021 et se prête maintenant aux questions du tribunal de l'actualité. Oui, merci Président. D'abord, on va faire de la pédagogie pour ceux qui nous regardent. On parle de cette initiative présidentielle concrètement. Qu'est-ce que c'est, même si on sait un peu les bénéficiaires, ceux qui sont le public cible. Ok, merci Monsieur le juge, merci Monsieur le Président du tribunal. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de dire merci à ce plateau qui m'accueille et qui m'offre l'opportunité de pouvoir présenter cette initiative noble de notre pays qui est une vision. Je voudrais aussi, par ce truchement, saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et dire que vraiment c'est une grande opportunité, conformément aux objectifs du secrétariat permanent, de rendre visible cette initiative afin de sensibiliser. Bon, donc pour m'inscrire dans la question que vous venez de me poser, l'initiative présidentielle est un vaste programme de protection sociale qui traduit un engagement très fort du chef de l'État de mettre fin à la famine. Et c'est une initiative innovante dans la mesure où elle crée un lien formel entre la production locale, nationale et l'approvisionnement des cantines, d'une part. Et le second aspect, c'est que c'est pour améliorer les revenus des petits producteurs vulnérables en état de précarité alimentaire. Parce qu'ils constituent 80% de notre population et il va de soi qu'en améliorant la production, en établissant un marché formel avec les cantines scolaires, il va de soi qu'on puisse améliorer leurs revenus au quotidien. Améliorer les conditions au quotidien, mais comment fonctionne donc cette initiative finalement ? Bon, l'initiative, au fait, comme vous le savez, est pilotée par un secrétariat permanent dont je suis la responsable. Et l'initiative a été lancée officiellement et solennellement en 2021. Et l'initiative, au fait, le secrétariat permanent est le bras armé de mise en œuvre des actions de l'initiative. L'initiative est composée de composantes aussi bien opérationnelles que stratégiques. Opérationnel parce que c'est mis en place, c'est opérationnel au niveau des départements sectoriels et en charge et membre du conseil d'orientation stratégique présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous avons 13 départements ministériels qui pilotent les différentes composantes de l'initiative. L'initiative est axée autour de 5 composantes majeures, dont 4 opérationnelles. Depuis la première composante, bien sûr, vous savez que sans production, on ne peut pas assurer une sécurité alimentaire. C'est la principale composante qui occupe environ 86% du budget. La seconde composante, c'est l'amélioration de la valeur nutritionnelle et de la qualité nutritionnelle des menus donc au niveau des écoles. La troisième composante, c'est l'amélioration des revenus des personnes en état de précarité alimentaire. La quatrième composante est celle d'améliorer la gouvernance, parce qu'il faut reconnaître et souligner qu'il y a un véritable problème de gouvernance au niveau des cantines scolaires dans notre pays. Ce sont les 4 composantes opérationnelles et la composante stratégique, c'est celle de la coordination qui revient au secrétariat permanent dont je suis la responsable.
Alors peut-être avant de donner la parole au juge pour animer cette audience, l'initiative s'appelle l'initiative présidentielle, mais elle est ancrée au niveau de la primature. Comment cela s'explique-t-il ? Oui, tout à fait. Je pense que ce n'est pas la première initiative présidentielle ancrée au niveau de la primature. Et si vous vous rappelez, il y avait l'initiative commune modèle, il y avait l'initiative 1 million de tonnes de riz, qui étaient des initiatives présidentielles, mais au fait portées par des sectoriels. L'initiative 1 million de tonnes de riz était portée par le ministère en charge de l'agriculture. L'initiative commune modèle était porté par le ministère en charge de l'administration territoriale. Moi, je pense que tout simplement, l'initiative est portée par la primature parce que c'est la primature, le Premier ministre, qui impulse l'action gouvernementale et la synergie d'action se fait surtout au niveau du Premier ministre. Mais soulignons que le président du FASO nomme son Premier ministre pour conduire ses programmes de politique. Et au niveau du Premier ministère, les structures d'impulsion de l'action gouvernementale sont assez opérationnelles pour pouvoir coordonner, puisque c'est le Premier ministre qui décline sa déclaration de politique générale, qui rend compte aussi au peuple des grandes activités à travers le DSN. Et donc je pense que c'est pour ça que l'initiative a eu pour ancrage institutionnel la primature. Mais toutefois, il faut souligner que par notre devoir de redevabilité, nous rendons compte à tout moment au président du FASO. Et si vous suivez l'actualité, il y a environ 2 mois, j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, le président du FASO, pour lui rendre compte de la mise en œuvre de l'initiative et recueillir ses orientations, ses instructions par rapport aux nouvelles priorités du gouvernement de transition. Alors, c'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous recevons Alice Gisèle Sidibé Anago. Elle est secrétaire permanente de l'initiative présidentielle. Geoffroy Vara. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez égrené un peu les grands points, les grands axes. Moi, je vais aller un peu peut-être axe par axe. Mais avant, il y a un peu que lorsqu'on a souvent ce genre de, on va dire, ce genre de dynamique très structurelle là, ça embrasse plein de domaines en même temps. Vous parliez de 13 départements qui sont concernés et le gros problème reste l'orchestration. Ça, dans nos administrations, c'est une vraie réalité. J'espère que là-dessus, on n'aura pas de problème. Oui, je partage tout à fait justement votre préoccupation et je pense que c'est la force justement aujourd'hui de l'ancrage institutionnel de cette initiative au niveau de la primature qui est présidée par le chef de gouvernement. C'est lui qui donne les lettres de mission à ses ministres et c'est lui aussi les contrats d'objectifs. Donc, à travers les contrats d'objectifs, au fait, c'est une mise en synergie de l'action gouvernementale. Et l'opérationnalisation, justement, de l'initiative se fait à travers ces départements-là, par des points focaux. Nous faisons une coordination de tout ce qui est mis en œuvre et ayant trait à l'initiative pour rendre compte, pour capitaliser. Et nous sommes là aussi pour appuyer ces secteurs ministériels à la mobilisation des ressources. Et vous savez, au regard de l'engagement très fort, ça a une éloquence au niveau des partenaires. Il y a un certain engouement des partenaires à aller vers cette initiative vu le portage vraiment institutionnel de l'initiative. Et nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est une initiative assez noble, visionnaire et quand bien même elle est ambitieuse parce que travailler sur le capital humain, on dit, ne dit-on pas que l'enfant est le père de l'homme? Parce que travailler sur un enfant, c'est travailler sur l'avenir. Et travailler sur l'avenir, au fait, ce sont les ODD, c'est le développement durable de notre pays, c'est le capital humain. Et ce sont des valeurs sûres que nous sommes en train de construire.
D'accord. Et j'ai dit on va aller aussi step by step, comme vous nous rassurez là-dessus. Le premier point, c'est la question productionnelle. Et ça prend le clé du budget. C'est clair que s'il n'y a pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il n'y a rien même à dispatcher. Et quels sont les grands changements? C'est vrai qu'on nous a annoncé beaucoup d'éléments. On a vu l'initiative APEC, où on sait que derrière aussi, si on veut travailler sur des questions de transformation et tout, il faut avoir de l'argent, il faut aller collecter ça auprès des populations. Il y a beaucoup d'autres éléments qui nous sont annoncés. Structurellement, qu'est-ce qui garantit que, d'un point de vue productionnel, là, vous êtes aujourd'hui, vous êtes rassuré? La saison, beaucoup regardent et disent... Parce que ici, quoi qu'on dise, nous sommes soumis à la nature. On n'est pas encore arrivé à la maîtrise de l'eau au point où, quelle que soit la pluviométrie, on soit à l'aise. Il y a beaucoup de craintes aujourd'hui. On avait entendu beaucoup de choses sur la question des intrants en termes de distribution à un moment donné. Je ne sais pas si c'est réglé. Si les questions productionnelles, comment est-ce que vous nous rassurez? Oui, je pense que aujourd'hui au Burkina Faso, ça ne sauve pas de doute que le combat au quotidien du chef de l'État et du gouvernement de transition, c'est surtout cette autonomie et notamment l'autonomie en matière de production. Et vous voyez depuis un certain temps, depuis la crise à Covid-19, en passant par la crise russo-ukrainienne et la crise aujourd'hui à défis complexes au niveau de notre pays, il y a de véritables problèmes effectivement d'alimentation. Et tout récemment, vous voyez que l'initiative est fortement portée dans la mesure où une initiative portée par le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État, vient d'être lancé et déjà est opérationnel avec un budget de 22 milliards. Et cette initiative, ancrée surtout sur le dispositif sécuritaire, c'est-à-dire l'armée, pour 22 milliards, cela a tout son sens et contribue justement à la mise en œuvre de cette initiative présidentielle. Et là, c'est un maillon justement de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle, parce que là, c'est surtout au niveau des forces de sécurité. Tout ce qui est force de sécurité, il y a 3 axes, je ne vais pas revenir là-dessus. Et l'initiative présidentielle, par contre, c'est pas seulement au niveau des zones à défi sécuritaire, c'est une initiative nationale et à échelle nationale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être conforté et puis se rassurer que la production, comme vous l'avez dit tout à l'heure, constitue un défi important à relever dans nos pays. Et aujourd'hui, le contexte national dans lequel nous sommes s'y prête pour que nous puissions tirer profit justement de cette situation et booster notre production dans tous les sens. Et l'engagement politique aujourd'hui est très fort pour booster cette production, pour améliorer, nous faire partie. Et surtout, c'est une forme de consommation burkinabé. Consommation burkinabé, il faut surtout compter sur ce qu'on produit afin de consommer ce qu'on produit et produire ce que nous consommons. C'est valoriser, au fait, les chaînes de valeur des principales filières qui sont promues dans l'agriculture burkinabé. Oui, vous faites justement référence à cette initiative qu'on appelle aussi initiative présidentielle, lancée le 31 mai dernier, si je ne m'abuse, pour valoriser 11 000 hectares de terres agricoles au cours de cette campagne, la campagne qui va s'ouvrir 2023-2024, qui coûte donc 22 milliards de francs CFA, déclinés en 3 composantes. La première, c'est l'initiative d'urgence pour l'intensification de la riziculture, qui prévoit le développement de la culture de riz sur 4000 hectares. Cette initiative, en effet, s'appuie, la mise en œuvre du projet s'appuie on mobilisera plus de 1000 militaires, 2000 VDP et 4000 personnes déplacées. Une façon très forte de montrer que nous devons maîtriser la production et la productivité. Mais quelles sont les connexions entre cette initiative-là, axée sur l'agriculture, et l'initiative présidentielle que vous dirigez et qui est donc axée sur l'éducation, si j'ai bien compris? Les connexions, déjà, c'est le marché, la mise en marché.
parce que, et comme vous l'avez dit, il y a 3 axes au niveau de cette initiative. Une initiative sur la sécurité alimentaire, carrément des militaires, des forces de défense. Une initiative justement basée sur la riziculture, quand on sait que le riz aujourd'hui constitue une priorité en matière de production. Et le troisième axe, il sera établi sur environ 3500 hectares. Exactement, pour je vois la deuxième et troisième composante, programme alimentaire militaire du Burkina et production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire qui porte sur la mise en valeur d'une superficie de 3500 hectares de terres agricoles chacune. Et tout ça, c'est justement pour intéresser les personnes déplacées internes. Les personnes déplacées internes, le plus important, c'est avoir accès au marché. Et les cantines scolaires constituent un potentiel levier justement de mise à marché de ces productions. Parce que nul ne voudra produire sans être sûr du marché. Et les cantines scolaires, parce que lorsque je peux vous dire ici que l'État, chaque année, en matière de transfert environ 19 milliards aux cantines. De francs CFA aux cantines. De francs CFA aux cantines. C'est un effort inestimable. Lorsque le Burkina Faso est présent dans une audience, une rencontre, que ce soit sous-régionale ou bien internationale, les gens sont surpris que l'État burkinabé consent autant de ressources aux cantines scolaires. Mais force est de remarquer que notre production n'arrive pas à couvrir les besoins des cantines scolaires. Nous sommes obligés dans les marchés, à travers les marchés, justement d'importer pour couvrir les besoins réels des cantines scolaires. Et de par cette initiative basée surtout sur la valorisation de la production locale, la mise à marché justement de ces productions stimulera au fait les petits producteurs de produits, et ce qui contribuera à améliorer aussi les revenus de ces petits producteurs dans notre pays. Alice Gisèle Sidibé Anago est secrétaire permanente de l'initiative présidentielle et notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Geoffroy Vara. En la matière, parce que tout à l'heure on parlait du secteur de l'éducation, on sait que le besoin évolue très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a la réalité sécuritaire qui va avec. On nous fait des points très souvent d'écoles qui ferment, donc ça dit c'est des réajustements perpétuels. Vous avez parlé de milliards, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est quoi les estimations de besoins pour peut-être les déplacer, parce que même quand on parle des déplacés internes, ils ont envie de se réinventer une vie, hein. C'est des gens qui pour la plupart étaient dans le secteur primaire, agriculture, élevage et tout, ils n'ont pas envie d'étendre la main, ils veulent des possibilités. Je pense que le Premier ministre même en parlait lors de son échange au niveau du Parlement, permettre à ces PDI-là de continuer de faire leur activité première pour gagner et garder cette dignité-là. Et ça, c'est important. Les besoins, c'est quoi? Parce qu'ils nous écoutent, ils se disent, bon, ceux-là, ils parlent, mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont besoin de... Ils auront vraiment besoin de nous? Vous voyez 19 000, mais les besoins concrets, c'était quoi? Au niveau de l'éducation, et à travers l'initiative déjà, il y a des objectifs qui sont fixés. Et pour la promotion de la production agro-silvo-pastorale, c'est au moins se produire environ 170 000 tonnes de céréales, okay. Et environ 204 000 tonnes de légumineuses et aussi de fruits et légumes, pour pouvoir couvrir les besoins aujourd'hui de notre pays. Certes, effectivement, le problème des déplacés internes pose le problème, mais les dispositions sont prises au niveau du gouvernement. Un peu partout au niveau du pays, il y a des écoles qui ont été créées et qui accueillent ces enfants déplacés internes, pour ne pas les laisser dans la nature. Et le dispositif mis en place aussi par le ministère en charge de l'éducation nationale tient compte de ces enfants qui constituent quand même, qui ont un besoin et qui sont accueillis dans ces écoles-là, pour mettre à la disposition de ces écoles qui les accueillent, et un temps soit peu, des aliments pour couvrir les besoins de ces enfants. Donc je pense qu'au niveau national, des dispositions assez fortes sont prises
pour pouvoir couvrir les besoins de ces enfants en matière d'alimentation. Il y a l'aspect forcément provision, quantité, mais il y a aussi un aspect qualité. Tout à l'heure, je pense que vous l'évoquez dans l'un des points, on a l'habitude de dire que si ça concerne l'éducation sur tous les enfants, il faut être très rigoureux là-dessus. Il y a l'offre, c'est vrai, mais il y a la qualité de l'offre qui accompagne. Là-dessus, vous faites comment pour accompagner justement ces producteurs-là? Oui, là vous avez touché vraiment au nerf de l'initiative présidentielle et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs filières qui seront touchées. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on remarque au niveau classique, ce qui constitue les menus servis par les enfants, c'est du riz haricot. On reconnaît que du riz haricot et de l'huile. C'est assez monotone. Et l'initiative, justement, prône la diversification, justement, du menu alimentaire. Nous sommes déjà en phase avec ces écoles et en discussion avec ces écoles. Il y a même déjà des modèles qui ont été mis en place où le menu hebdomadaire est diversifié avec l'accompagnement justement des communautés éducatives et des collectivités. Parce qu'il faut que les collectivités s'approprient de l'initiative pour pouvoir prôner un changement. C'est d'abord à leur niveau qu'il y a le changement. Et le premier changement, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit au niveau des COGES, les comités de gestion, et au niveau aussi des AME, des APE, qui ne savaient pas qu'on pouvait contribuer à varier le menu au niveau des cantines. Pour eux, ce qu'ils recevaient, le riz, le haricot, était largement suffisant. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, la coordination et pratiquement la proximité du secrétariat permanent, ils ont compris que non, c'est surtout eux d'abord qui sont au centre et en fonction de leurs habitudes culturelles alimentaires, parce que nous n'allons pas écarter les gens de leurs habitudes culturelles alimentaires, c'est très important et très fondamental pour faire adopter des innovations. Et nous allons d'abord, avec les collectivités, nous essayons de voir ce qui est accepté, ce qui est produit durablement et ce qui est consommé culturellement au niveau de la région. Vous n'allez pas partir, par exemple, là, au Sahel et puis prôner peut-être les chenilles, ou bien vous n'allez pas partir justement chez les bobos et puis leur demander de boire du lait. Donc, nous sommes permanemment en train d'adapter une adaptation en fonction des régions. Et c'est pour moi l'occasion ici de dire que le Burkina est assez avancé sur ce plan, et que ce soit au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale ou de l'agriculture, ils ont déjà élaboré au fait des agendas de menus et puis de menus scolaires, des agendas au fait de denrées, de disponibilité de produits agricoles dans les régions. Et ce sont justement ces agendas-là que nous essayons d'exploiter lorsque nous arrivons dans une région donnée. Merci beaucoup. Alors, si on comprend bien, l'initiative présidentielle que vous pilotez s'appuie sur les cantines qui existent, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes également avec ces cantines. Comment vous gérez ces problèmes et quel état des lieux on peut faire aujourd'hui sur justement la gestion de ces cantines, combien il y en a, quels sont les problèmes récurrents et quelles sont les approches de solutions qu'on pourrait mettre en œuvre? Oui, effectivement, les problèmes récurrents, et je pense que c'est ce qui justifie même aujourd'hui une initiative présidentielle de cette taille. Au fait, les problèmes récurrents, ce sont des problèmes de gouvernance, des problèmes au fait de non-maîtrise de certaines technologies et des problèmes également peut-être un peu de manque de synergie d'action au niveau des sectoriels. Sinon, nous nous sommes rendus compte que
avec un dialogue permanent, avec une responsabilisation des communautés et avec justement une sensibilisation, un plaidoyer, on peut améliorer. Et je peux vous dire ici que vous racontez un success story au niveau de l'initiative présidentielle. Lorsque nous avons lancé l'initiative au niveau du plateau central, l'école dans laquelle nous avons lancé, certes, il faut 1 pour 2. Les gens me diront ici, c'est une seule école. Mais il faut 1 pour avoir 2, 3, 4. Lorsque nous l'avons lancé, l'école dans laquelle nous l'avons lancé avait un taux en 2021 d'environ 30% de réussite au certificat. Lorsque l'initiative a été déroulée en année 1, l'effet a été merveilleux. Le taux de réussite était de 65%, soit plus de 2 fois le taux de réussite de l'année avant l'initiative. Cette année, le directeur, toute la collectivité, la communauté est dépassée parce que l'école a fait un taux de succès de 100%. Ça veut dire que dans ce pays, en mettant juste les petites assiettes dans les grandes assiettes, on peut faire et puis créer des élites. Il suffit d'un engagement politique, d'une synergie d'action et d'une mutualisation justement de nos efforts pour pouvoir amener, construire le capital humain du Burkina Faso, le capital humain futur du Burkina Faso. Donc voilà. Et sur les difficultés réelles, effectivement, ce sont des difficultés au début, un peu les moyens. Les moyens. Mais on ne peut pas trop parler de moyens parce que déjà 19 milliards comme ressources transférées de l'État, je vous assure que ce n'est pas petit. Est-ce que ces 19 milliards vont effectivement à leur destination et exercent leur office là où il le faut? Parce que justement, il y a ces questions de gestion, de bonne gouvernance qui font justement que les cantines ne fonctionnent pas bien. Et parfois... Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais je pense que jusque-là, c'est ce qui a fait qu'en 2022, le Premier ministre a commandité l'audit sur les cantines scolaires. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, à travers ce transfert de ressources, toutes les ressources n'étaient pas utilisées à bon escient. Et pour les cantines scolaires, il fallait réajuster. Des recommandations ont été faites et chaque ministère, en fonction justement des recommandations, est en train de mettre le paquet afin d'améliorer justement la gouvernance des cantines scolaires. Je reconnais qu'effectivement, il y a un véritable problème d'utilisation adéquate de ces ressources transférées, mais nous sommes en train de travailler et je me réjouis justement, il faut également se réjouir, c'est ça justement qui motive les partenaires et surtout les communautés et l'ancrage institutionnel du secrétariat permanent, parce qu'on sent déjà qu'il y a des effets positifs, il y a des résultats de la coordination au niveau du terrain. Oui, Geoffroy Vara a des questions pour... si je voulais la... Oui, il y a une partie qui m'a intéressé. Vous dites qu'il y a un audit qui avait été fait, il a révélé quoi? L'audit a révélé effectivement un dysfonctionnement. Et c'est également le cheval de bataille aujourd'hui des autorités. Mais quel dysfonctionnement? Mais vous le savez, au fait, parfois, dysfonctionnement à plusieurs niveaux. Il y a parfois des marchés qui sont lancés. Vous n'êtes pas étranger à la question. Vous voyez, il y en a même qui se plaignent que les vivres, au lieu d'être utilisés en pleine année scolaire, c'est au fait à la veille, soit des vacances, que les vivres sont mises à la disposition justement des enfants. À quoi bon mettre des vivres à la disposition d'une école à la veille des vacances? À quoi ça sert? Il y a aussi l'autre aspect, c'est l'aspect même de la qualité des produits servis à nos enfants, sur lesquels il faut veiller, parce qu'il y a effectivement un problème. Il y a l'aspect de contrôle, bien sûr le contrôle de qualité. Il y a l'aspect des marchés lancés,
Parce que au niveau des communes, puisque c'est la communalisation, au niveau des communes, il y a toujours des communes qui n'arrivent pas justement à emboîter le pas et pouvoir lancer à temps réel les marchés. Et ça fait que le secrétariat permanent avec les différents ministères et les différents départements ministériels, nous sommes en train de travailler. Il faut relever quelque chose et qui est vraiment formidable, c'est qu'une faille aussi de l'alimentation scolaire. Aujourd'hui, il faut d'abord reconnaître que l'alimentation scolaire n'est plus au fait l'apanage d'un seul secteur ministériel. C'est une thématique multisectorielle sur laquelle nous devons beaucoup travailler. Et là où c'est d'autant formidable, c'est que presque tous les ministères membres du COS, je vous dis 13, donc depuis la production, les ministères du secteur rural jusqu'au ministère de l'Éducation et pratiquement les enfants ciblés, donc la cible, les consommateurs, en passant par les infrastructures, si vous voulez, la santé et l'eau, bien sûr, il a parlé de l'eau tout à l'heure, ils sont conscients que l'initiative aujourd'hui est une initiative multisectorielle et il faut justement conjuguer les efforts pour pouvoir parvenir à une alimentation efficace et efficiente de nos enfants. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut souligner que dans notre pays, ça c'est une faiblesse. Le cadre juridique, notre pays pour le moment ne dispose pas de textes juridiques en matière d'alimentation scolaire. Et nous sommes en train de travailler. Donc cela ouvre la porte aux différentes difficultés. Nous sommes en train de travailler avec les sectoriels, notamment le ministère en charge de l'éducation et les autres ministères pour doter le Burkina Faso de textes juridiques, d'une loi et de stratégies qui seront validées, adoptées par nos autorités. Voilà. Mais là, ce que vous dites est très intéressant. Vous savez, je ne sais pas qu'on fonctionne par l'info, mais je pense que c'est la logique des choses. Hein. On a des actions et après on voit comment est-ce qu'on encadre de façon textuelle ces actions-là. Et vous dites qu'on n'a pas de cadre juridique. C'est en train de travailler, mais quels sont les éléments majeurs qui tiennent compte de notre contexte aujourd'hui, qui risquent de venir avec cet encadrement par les textes-là? Les éléments majeurs partent du constat que, bon, avec les failles qu'il y a au niveau de la gouvernance, il y a certes beaucoup d'intervenants au niveau du secteur de l'alimentation scolaire, mais souvent les interventions sont mitigées. Parce que même avec les 19 milliards dont je vous parle, c'est à peine 40, cela ne couvre que à peine 43 jours d'alimentation effective. 43 jours. 43 jours. Les 19 milliards. 43 jours. C'est comme si tous les jours, il fallait donner. Et là encore, c'est pour ceux qui sont chanceux et qui peuvent en avoir tous les jours, ou bien là où ça arrive assez tôt. C'est pour ça que nous pensons aujourd'hui et le ministère, c'est aussi un cheval de bataille justement pour le ministère en charge de l'éducation. C'est beaucoup travailler sur les cantines endogènes, responsabiliser les parents. Et pour responsabiliser les parents, ce sont des petits producteurs, il faut les accompagner dans la production. C'est ça que l'initiative est en train de faire. Oui, mais peut-être, madame, là, il faut une précision pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs afin qu'ils comprennent bien. Est-ce que les 19 milliards de francs CFA doivent couvrir normalement ces 43 jours, ou bien combien de jours vous avez dit, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a des déperditions que finalement on a ce nombre de jours couverts qui est très réduit. Alors, combien faut-il finalement d'apport pour couvrir une année scolaire avec les cantines qu'on a? Une année scolaire, je pense que pour ma part, il va falloir aller au double, au moins, de ce qui est transféré. Mais là, ce qui est transféré... C'est autour de 19 milliards. Certes, il y a des partenaires techniques... qui parvient effectivement au destinataire.
La proportion qui parvient aux destinataires, justement, pose problème parce que ce n'est pas évident. Je vous ai dit que lorsque vous déposez de l'aliment en fin d'année scolaire dans une cantine scolaire, on ne peut pas, dans une école, on ne peut pas comptabiliser cela comme étant un acquis puisque de toutes les façons, ça ne couvre pas les objectifs visés. Ou bien lorsque le marché n'arrive pas à être concrétisé, on ne peut pas comptabiliser. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État, en tout cas, transfère 19 milliards. Et c'est là où c'est intéressant, justement, l'audit qui a été mené, on s'est rendu compte qu'effectivement, sur les 19 milliards, tout n'était pas utilisé. Et les recommandations qui ont été faites, c'est justement pour clarifier la situation et surtout situer les responsabilités. Oui, ça devient de plus en plus intéressant. 19 milliards pour 43 jours, et même ça encore, ça ne va pas totalement à ce à quoi ça devrait aller. Vous dites, le besoin, c'est le triple. Mais le triple, ça fait 3 fois 43. Est-ce que ça peut couvrir même une bonne année scolaire? Non, le triple est 3 fois 43, mais il faut aussi apprécier l'apport et l'accompagnement des PTF. D'accord. Des partenaires techniques et financiers qui sont aussi partie prenante au fait de l'initiative. Dans le budget de l'initiative, l'État, certes, a 52% comme contribution, les partenaires techniques environ 47%, et puis les bénéficiaires eux-mêmes 1%. Mais soulignons que ce que les bénéficiaires font dans les écoles où la cantine endogène est vraiment fonctionnelle dépasse 1%. Donc c'est une question de sensibilisation. Quand vous dites la cantine endogène, vous entendez quoi? C'est une offre à l'interne sans attendre le budget, c'est quoi? Oui, la cantine endogène, au fait, c'est la contribution au fait des communautés, des parents d'élèves, ce qu'ils apportent. De par le passé, c'est sur ça que nos écoles fonctionnaient. Chaque année, en début d'année, et chaque parent apportait ne serait-ce qu'une assiette de haricots, de maïs, de sorgho, de riz et pour l'alimentation des enfants. Et pour la cantine scolaire, justement, dans l'initiative, ce que nous sommes en train de promouvoir, justement, c'est cet apport-là et encourager les parents à promouvoir l'aspect endogène, l'alimentation endogène. Et effectivement, nous nous sommes rendus compte que avec le paquet technologique, les nouvelles connaissances, l'innovation que nous leur avons apportée, les conseils, vous savez, il y a des cantines. Quand vous prenez par exemple dans notre pays, le riz Soumbala, ça ne coûte rien. Et surtout le Soumbala, on sait que le plus pauvre, ou bien la plus pauvre des femmes, le plus pauvre ménage de notre pays dispose de Soumbala. Autant nous, quand nous allons à des fêtes, des manifestations, nous bondissons sur le riz Soumbala, mais ce sont des plats simples qu'on peut apporter à nos enfants. Et aujourd'hui, dans certaines écoles, effectivement, le riz Soumbala est servi aux enfants. Lorsque, en saison pluvieuse, en saison plutôt sèche, en saison sèche, vous voyez qu'il y a énormément de légumes dans ce pays-là. Énormément de légumes. Et tous ces légumes-là, on peut les transformer au niveau local pour améliorer l'aspect nutritionnel, la qualité nutritionnelle justement des menus. Et une action très forte que nous sommes aussi en train de promouvoir, et peut-être que vous en avez aussi pratiqué, c'est le retour aux fondamentaux avec les jardins, la mise en place des jardins scolaires. Les jardins scolaires qui sont des lieux d'apprentissage pour les enfants, et aussi de ces lieux, ils pourront récolter des produits pour améliorer et varier leur menu quotidien. Je rappelle juste à nos auditeurs que nous recevons pour cette dernière audience de la semaine Alice Gisèle Sidibé Anago, qui est secrétaire permanente de l'initiative présidentielle. C'est déjà la dernière ligne droite de cette émission, Geoffroy Vara, peut-être sur des questions de sécurité, puisqu'il faut aussi rappeler que le Premier ministre a lancé le 17 juin dernier l'initiative présidentielle référent opportunité insertion dans les 302 communes rurales du Burkina, qui vise
vise à permettre, entre autres, de lutter contre le désœuvrement des jeunes vivant en milieu rural et partant leur enrôlement par les groupes prônant l'extrémisme violent et la radicalisation. Mais avant de partir à ça, juste une petite question. Information que je donne. Voilà, juste une petite question. Parce que les dysfonctionnements là, quand on écoute d'autres convoqués du jour, j'ai l'impression qu'on est plus dans... plutôt l'audit a révélé plus de dysfonctionnements qu'autre chose. Dans ce pays-là même, les déplacés internes, ils sont au courant. Pour ce qui concerne les vivres qui leur reviennent, on a parlé des détournements. Ce mot-là, je ne l'ai pas entendu. On parle de milliards. S'il y a eu un audit, jamais il a été question de... Vous dites, ça ne va pas là où ça devrait aller. Mais c'est principalement, quand on le dit comme ça, soit ça veut dire que c'est un détournement ou bien qu'est-ce que c'est? Oui, justement, vous n'avez pas entendu parler de détournement parce que nous n'avons pas la matière pour dire vraiment c'est un détournement. Ok. Parce que c'est transféré. Selon les dires, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas eu les aptitudes, ils n'ont pas eu la possibilité de passer les marchés. Il y en a qui disent que les marchés ont été passés, mais les produits n'ont pas été réceptionnés, faute de qualité. Donc, il y a beaucoup de motifs. Pour le moment, l'audit ne parle pas de détournement en tant que tel. Parce que détournement, c'est lorsque vous avez les preuves concrètes. Mais il y a une déperdition en tout cas, et par rapport à ce qui est transféré, tout effectivement ne va pas dans les cantines scolaires. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de passer un marché, ça veut dire au moins qu'il vous retourne l'argent? Oui, il retourne l'argent. Je pense qu'au niveau des dispositions prises par le ministère en charge des Finances, l'État, bon, certainement, ce mécanisme doit exister. J'avoue qu'au niveau des procédures, je ne sais pas comment ça se passe pour le retour de l'argent dans les caisses de l'État. Mais je suis d'avis avec vous, je suis d'accord avec vous que les 19 milliards, effectivement, ne vont pas tous au niveau de l'approvisionnement des cantines scolaires. Et c'est effectivement ce qui a été relevé par l'audit. Mais je ne peux pas confirmer ici que ce sont des détournements. Détournements, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qu'on pointe du bout du doigt comme étant les auteurs de ce détournement. Situation à clarifier, donc, Geoffroy Varane. Donc c'est une situation effectivement à clarifier. D'accord. C'est compris. Maintenant, il faut investiguer. Et il y a aussi un autre aspect. Quand on voit le gap, notamment en termes de financement, vous avez parlé des PTF. Aujourd'hui, nos partenaires techniques et financiers là, ne sont plus forcément les mêmes et traditionnels au regard de la façon de nous assumer diplomatiquement. C'est pris en compte. Les nouveaux partenaires qui toquent pour accompagner là-dessus. Nous avons les partenaires traditionnels tels que le PAM, qui est le champion mondial en matière d'alimentation scolaire que tout le monde connaît au niveau des Nations Unies. Nous avons le CRS qui est là depuis plus de 50 ans. Et avant, c'était le CATWEL. Et nous en avons tous bénéficié. Aujourd'hui, il y a effectivement des nouveaux partenaires. Quand vous prenez un partenaire comme World Vision, vous prenez un partenaire comme AGRA, vous prenez un partenaire même comme le FIDA, parce que le FIDA, c'est le Fonds international de développement agricole, c'est la lutte contre la pauvreté, et ce sont des gens aussi qui injectent de l'argent justement pour améliorer les conditions des producteurs. Et comme l'initiative est surtout basée sur la production et locale. Nous avons la FAO. La FAO, son premier mandat, justement, c'est la production, l'agriculture et l'alimentation. Et nous avons d'autres partenaires tels que Plan, nous avons des partenaires tels que Oxfam, nous avons des partenaires, nous avons énormément, même la coopération japonaise. Nous travaillons avec la JICA, justement, par rapport à cette initiative présidentielle. J'avoue que c'est l'occasion pour moi ici de saluer nos partenaires qui montrent un véritable engouement pour cette initiative. Ils y croient et ils ont même foi que c'est cette initiative justement qui va pouvoir apporter le Burkina Faso à la table des ODD d'ici à l'an 2030. D'accord. Et peut-être le point que vous abordiez tout à l'heure, parce qu'on parle de mobilisation de FDS, on parle de mobilisation même de VDP et de PDI.
toujours sur la question aussi d'une meilleure offre sur le plan alimentaire et tout de façon globale. Ça se fera comment? Même si on en avait déjà un peu parlé. Très rapidement, Madame Sidibé. Est-ce que vous pouvez très bien clarifier? Parce que oui. Parce qu'on a entendu parler de 1000 militaires, 2000 VDP, 4000 déplacés internes, et on parle de quoi? 190 000 tonnes de céréales en termes d'objectifs et de légumes, plus de 11 000 hectares. Ça, on en avait parlé, c'est l'initiative présidentielle axée sur l'agriculture. Il y a aussi l'initiative présidentielle axée sur la sécurité, tout récemment par le Premier ministre. Oui. Tout cela participe donc à l'objectif global d'améliorer ce secteur et de coordonner les activités de votre initiative présidentielle. Oui, parce que l'initiative présidentielle lancée par le Premier ministre Abobo et justement pour les jeunes, la réinsertion et l'insertion justement des jeunes, l'employabilité, je pense qu'il faut d'abord passer par le stade enfant pour être jeune. Et même l'initiative présidentielle, je vous ai dit tout à l'heure que c'est pour améliorer les revenus des personnes, des petits producteurs vulnérables. Nous avons une frange de la population de plus de, je pense que nous avons environ 65% de jeunes de notre population. Et quoi de plus noble que d'intégrer les jeunes dans ce dispositif de production de production agricole. Et aujourd'hui, de plus en plus, il fut un moment, les jeunes n'étaient pas intéressés par l'agriculture parce qu'il n'y avait pas de marché. Mais de plus en plus, vous voyez des étudiants qui prennent même des initiatives qui... Aujourd'hui, il y a plein de start-up qui développent des initiatives en matière de production agricole. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, pour un temps soit peu, l'agriculture nourrit son homme. Lorsque vous avez le marché et lorsque vous innovez. Et donc, je pense que tous ces aspects, c'est pour répondre à la demande très forte de l'initiative présidentielle, assurer à chaque enfant au moins un repas équilibré par jour, dont justement le marché est là. 19 milliards. Si ces 19 milliards, on pouvait les injecter justement dans le domaine de l'agriculture, de la transformation, de la micro-transformation. Et je pense que ça va pouvoir utiliser et puis promouvoir l'employabilité des jeunes qui vont se sentir dans le dispositif parce qu'aujourd'hui la production, lorsqu'elle est ouverte à un marché, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un intérêt à s'y lancer. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui à travers ces différentes initiatives, que ce soit au niveau des forces de sécurité ou bien au niveau de la jeunesse, c'est pour accompagner et puis c'est un paquet de synergie d'action qu'il va falloir développer. On va retenir donc la synergie d'action et retenir aussi que l'agriculture nourrit son homme. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 5e et la dernière de la 28e semaine de l'année 2023 consacrée à l'initiative présidentielle avec sa secrétaire permanente Alice Gisèle Sidibé Anagou. Merci Madame Sidibé d'avoir honoré notre convocation. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Juge et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci Juge Joufa Bara. Merci aux équipes techniques de réalisation dirigées toute cette semaine par Aimé Zoundi et Joël Eliou à la télévision ainsi que par Alphonse Déduit à la radio. Reconnaissance renouvelée à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage à toutes nos forces combattantes et courage à chacun sur son front de travail pour l'œuvre commune de sauvegarde et de restauration de la patrie, en sachant que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais personne ne peut être ce que vous êtes. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine. Mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillot toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.